¿Cómo les va? Bienvenidos a otra emisión de Filmoteca Online. Con estos fríos se vuelve pertinente el material que vamos a ver hoy, que se llama La Conquista de la Nieve, y fue dirigido por un señor André Gillette. No sabemos cuándo, probablemente a principios de la década del 40, porque las pocas películas suyas que aparecen en IMDb son más o menos de ese periodo, y por lo que se puede deducir de los títulos, el hombre se especializó en hacer documentales sobre la naturaleza y la montaña. La Conquista de la Nieve obviamente es una película de montaña y, como ustedes saben, con Manes amábamos ese género, con lo cual cualquier película que tenga que ver con la montaña nos encanta. Esta en particular sale de la colección de Víctor Iturralde. Está narrada en francés, pero es muy claro todo lo que dicen. Y lo curioso es que rastrean el origen de la relación entre el hombre y la nieve a la mismísima prehistoria. Encuentran ahí unos dibujitos que hay que interpretar, que son hombres prehistóricos andando en esquíes. Aquí va entonces La Conquista de la Nieve. D'où viennent ces êtres étranges et ces étranges skis que nous voyons dessinés sur les parois de grottes préhistoriques? Qui sont ces guerriers? Ces voyageurs emmenant leurs enfants dans des hottes? Ce chasseur et, plus récemment, échappé d'un roman de Balzac, ces romantiques jeunes filles. Ce sont les ancêtres des skieurs modernes, car l'histoire du ski est aussi vieille que celle de l'homme. Il fallut cependant attendre la fin du 19e siècle pour que la pratique du ski sortît de l'ombre. C'était l'âge héroïque. On n'en a conservé que peu de souvenirs. Le ski suscitait alors si peu d'intérêt. Et longtemps encore, dans nos montagnes, la neige ne fut la joie des enfants qu'en étant le désespoir des parents, sans que rien n'atténue la gêne qu'elle apportait. Après 1918, cependant, le ski et les sports d'hiver conquirent définitivement les Alpes. L'ère des grandes compétitions s'ouvrait. Compétition d'un style nouveau. Pratiqué en montagne, sur des pentes raides, le ski se transformait. On découvrait ses possibilités. Les performances faisaient des bonds. 90 km à l'heure était couramment approchée dans les compétitions. La vitesse de 140 fut même atteinte dans une course de vitesse pure. Mêmes extraordinaires progrès dans le saut. 22 mètres à la fin du siècle dernier, 60 mètres couramment de nos jours, 125 et le plafond atteint. Le costume des skieurs s'était dépouillé de recherche d'élégance qui, n'ayant rien fort, font sourire aujourd'hui. Le ski avait perdu son pittoresque, mais il répondait plus exactement aux exigences modernes. Se mouvoir sur la neige, avec au pied ses longues planches, est un problème. Être maître de sa vitesse et pour cela tourner librement, tel est l'art du skieur. En 1937, la méthode française, grâce à Émile Allais, substituait aux procédés anciens l'élégante solution du virage ski parallèle, révolution capitale. L'équipe française de ski, forte de cette nouvelle méthode,
se trouva dès lors en tête des compétitions internationales. De la masse des sportifs montait simultanément. La popularité des sports d'hiver gagnait en profondeur. Trains spéciaux, cars, avions même. Les jeunes découvraient la joie de prendre leurs vacances en hiver. Dans un pays aussi riche que la France en champs de neige, naturel que l'on s'ingénie à faciliter la pratique du ski. Et c'est en France que pour la première fois au monde, on eut l'idée de faire circuler une cabine suspendue à des fils. C'est en France, à Chamonix, peu après la guerre de 14-18, qu'est né le téléphérique. La vieille machine fonctionne encore. Elle paraît aussi archaïque que le dernier tortillard de la province la plus reculée. Mais la croissance de ce nouveau moyen d'escalader les montagnes fut extraordinaire. Sans compter les remontes-pentes, il y a actuellement 21 téléphériques en France. Et plusieurs nouvelles installations sont en voie d'aménagement. Elles offrent aux skieurs des bottes de 7 lieues pour franchir les montagnes. « 48 heures à passer dans les Alpes, évidemment, c'est peu. Megève par la route est à 30 km de Chamonix. Est-il vrai qu'à ski, on peut y aller aisément en un jour, en prenant le chemin des écoliers? Par prudence, un guide. Première étape, Chamonix-Plampras. Complété par l'envol vertigineux vers le Brévent. Il est 9 heures. Le Brévent sur une carte est à moins d'1 kilomètre de Chamonix, mais avec ses 2500 mètres d'altitude, il est plus élevé de 1400 mètres. Une descente de plus de 10 km permettra d'arriver aux Ouches en moins d'1 heure pour qui sait skier. Aux Ouches, c'est à peine si nous avons le temps d'enlever nos skis. Un nouveau téléphérique nous attend, qui nous remontera à 900 mètres à Bellevue. Midi approche. Heureusement, la haute montagne a ses bons coins. Ne nous attardons pas. Il y a encore plus de 20 km avant Megève. Une petite descente conduit au pied du Prarion. Remonte pente, le Prarion, 1900 mètres. Nouvelle lettre sur Saint-Gervais, 700 mètres. Et nous voici dans un 4e téléphérique, le téléphérique du Mont d'Arbois. Dominé par la masse imposante du Mont Blanc, nous remontons à 1800 mètres. Petite descente,
dernier remonte-pente. Remonte-pente à 2, où les jeux de l'amour et du hasard nous conduira au Montjoux. Et dans le soir, ce sera la descente. Une descente longue de 4 km vers Megève. Nous allions oublier la grande compétition internationale qui se court demain au pied du pic du Midi. Nous retournerons à Chamonix par un itinéraire différent, sans prendre jamais un même téléphérique. De Rochebrune, nous descendrons au pied du téléphérique du Mont d'Arbois. Du Mont d'Arbois sur Saint-Gervais. Là, nous prendrons l'antique chemin de fer à Crémaillère, qui remonte au col de Vose. Descente sur les Ouches. Remontée au glacier par le téléphérique du Mont Blanc, là précisément où se court la grande course internationale de la Kandahar. À ce rythme, qui ne deviendrait un champion? Regarde toujours plus haut. Établir un téléphérique en haute montagne est une rude entreprise. Voici la première ligne de service. 2 poulies attachées au rocher par des moyens de fortune, un câble circulant sur ces poulies et, fixé à ce câble, un minuscule plateau. La montée des éléments de cette grue qui lance sa flèche à 3000 mètres n'a été qu'une suite de périlleuses acrobaties. Le béton est gâché à la station de départ du téléphérique, monté benne par benne, mis en place au compte-gouttes. Une nouvelle ligne de service double maintenant celle du début.
Lentement, péniblement, le travail se poursuit dans le silence de la haute montagne, où d'immenses champs de ski attendent ceux qui viendront demain. Pour une dénivellation de plus de 1000 mètres, il n'y a qu'un pylône intermédiaire accroché à une arête rocheuse. Entre-temps, la gare de départ a été édifiée. En route, la voie est ouverte vers d'heureuses vallées, vers des cimes qui, été comme hiver, sont toujours enneigées.